Quatrième chapitre. Le lundi, en tout début de matinée, ils firent sortir Majestic et 4 autres détenus de leurs cellules et les mirent dans le local, proche de la porte de derrière, où ils détenaient les ivrognes et ceux qui ne passaient qu'une nuit au poste. Il n'y avait pas de couchette, mais un banc en bois verni, devant 2 des murs de parpaing vert clair, un lavabo et un WC sans siège. L'éclairage fluorescent, encastré dans le plafond et protégé par un treillis métallique, se réverbérait sur les bancs et sur le carrelage ciré. Pour une prison, le local était propre et lumineux. C'était déjà ça. Par contre, la nourriture était franchement médiocre. Sous la surveillance d'un adjoint, un détenu glissa les plateaux sous les barreaux qui constituaient une partie du mur, à côté de la porte. 5 plateaux. Pour Majestic, 2 chicanos, un noir, et une espèce de gommeux aux cheveux bruns qui était vêtu d'un costume, portait des lunettes à verre teinté et n'avait pas ouvert la bouche de toute la matinée. Un des chicanos distribua les plateaux, puis retourna s'asseoir auprès de l'autre chicano. C'étaient sans doute 2 saisonniers. Le noir s'était placé près du coin où les 2 blancs se rejoignaient. Le type aux cheveux bruns, qui était vautré contre le mur, regarda son plateau et le posa sur un banc entre lui et Majestic, qui était assis avec son plateau sur les genoux. Des œufs sur le plat qui avaient l'air aussi raides et desséchés que la saucisse de porc, du pain rassis, pas de beurre, du café tiède. Majestic mangea et vida son plateau, parce qu'il avait faim, mais il aurait un mot à dire à l'adjoint quand il le reverrait. L'adjoint tatoué. Il lui demanderait si c'était exprès que la nourriture était presque immangeable. Bon sang, c'était pas plus dur de servir des trucs corrects? D'où tenait-il l'idée que les aliments devaient être raides et froids? Il regarda le plateau posé à côté de lui. Le gars n'y avait pas touché. Il était assis, l'épaule contre le mur, et fumait une cigarette. Ses longs cheveux bruns et bouclés lui couvraient presque les oreilles. Une barbe de 2 jours, un col rayé, émergeait du tailleur sombre, fripé, qui avait dû coûter cher. Chemise ouverte, pas de cravate. Aucune expression sur son visage, derrière les lunettes de verre légèrement teintées et à monture métallique. Majestic le regarda et lui demanda « Vous allez manger votre saucisse ?» Le gars tira sur sa cigarette. Il ne regarda pas Majestic. Sa main alla vers le plateau derrière et le poussa hors du banc, le faisant heurter le sol avec un fracas métallique, glisser et se répandre sur le carrelage. Les 2 chicanos et le noir s'immobilisèrent, levèrent les yeux de leur plateau mais ne regardèrent qu'un instant avant de baisser à nouveau les yeux et de continuer à manger. « Vous n'en voulez pas, dit Majestic, mais personne ne la mangera, hein ?» Le gars aux cheveux bruns allumait une autre cigarette avec le mégot de la précédente, en tenant encore le paquet dans la main. « Vous la voulez ?» fit-il. « Servez-vous. »« Non, je ne crois pas, » répondit Majestic. Il regarda le gars mettre le paquet de cigarettes dans sa poche. « Et celle-là, vous en avez une de rab ?» Le gars ne dit rien. Il tira sur sa cigarette et souffla lentement la fumée. « Je vous rembourserai dès que je serai sorti, » dit Majestic. « Ça vous va ?» Le gars se tourna alors et le regarda, tandis qu'une autre voix demandait « Eh, vous voulez une clope ?» Le noir levait un paquet de cigarettes presque plat. Majestic posa son plateau sur le banc et s'approcha du noir. Ils prirent chacun une cigarette et Majestic s'assit à côté du noir pour avoir du feu. « Eh mec, vous savez pas qui c'est? Une vedette de cinéma ?» demanda Majestic. « C'est Frank Renda », fit le noir tout bas en remuant à peine les lèvres. « On dirait un joueur d'accordéon qui passait à la télé, dans le temps, » dit Majestic. « Non, mais c'est pas vrai. Je vous dis que c'est Frank Renda. »« Moi, je sais pas. J'en ai peut-être entendu parler. Il fait partie d'un racket. C'était un tueur à gages. Vous comprenez ce que je vous dis? Il tue les gens avec un revolver. Mais ils l'ont attrapé, hein? Ça fait longtemps qu'ils essayaient, dit le noir. L'autre soir, un flic qui était pas de service arrête sa bagnole devant un bar, quelque part sur la route. Il voit un type sortir. Il voit Renda descendre de sa voiture, s'approcher du type et lui tirer dessus, 5 fois avec un 38. Pourquoi le flic n'a pas descendu Renda? C'était pas la peine, le feu de Renda était vide. Ça ne me paraît pas très malin. Faire un truc idiot, comme ça. Ils disent qu'il voulait tellement faire la peau à ce type qu'il n'a pas pu attendre. Majestic observait Renda. Il était peut-être idiot, mais il avait l'air décontracté, patient, de quelqu'un qui bouge lentement, sans gaspiller d'énergie.
Il ne faisait plus penser à un joueur d'accordéon. Il faisait penser à certains individus qu'il avait vus en prison, à Folsom. Des types mauvais, sûrs d'eux, féroces, futés et efficaces, qui pouvaient le regarder avec cette expression, quoi que vous leur disiez. L'air de penser qui sait ce qu'on l'a me fait pas perdre mon temps. Comment pouvait-on devenir comme ça? Toujours prêt à user de la violence. Cette fois, dit le noir, ils l'ont eu. Ils vont lui en coller pour 99 ans. Et vous lui demandez s'il va manger sa saucisse. C'est à cause de Renda qu'ils firent sortir les 5 prisonniers par l'arrière et les menèrent à l'aire de stationnement où attendait le car gris du comté et les voitures de patrouille. Ils voulaient faire vite et ne pas trop attirer l'attention. Cependant, il y avait déjà un attroupement composé de gens du coin, auxquels s'ajoutaient des reporters et une équipe de télévision qui se trouvait à Edna depuis 2 jours et qui était fin prêt. Un caméraman, avec son appareil sur l'épaule, se mit à filmer dès que la porte s'ouvrit et que les adjoints firent sortir les prisonniers l'un derrière l'autre. D'abord les 2 chicanos effrayés par la caméra et les gens qui regardaient, et le noir. Ils retinrent Renda et Majestic dans le couloir près de la porte pour leur passer les menottes car ils étaient des criminels. Un adjoint leur dit de mettre les mains derrière le dos, mais l'adjoint Ritchie lui dit de leur attacher les mains devant. Le trajet était long. Il fallait qu'ils puissent s'asseoir confortablement pour l'apprécier. Quand Renda apparut, encadré par 2 adjoints, la caméra de la télévision ne le lâcha plus, le suivant en panoramique jusqu'au car, et un journaliste essaya de s'approcher en tendant un micro. « Hé, Frank, dites, à votre avis, quelles sont vos chances? Vous croyez qu'ils ont assez de preuves pour vous inculper ?» Renda baissait sa tête tournée du côté opposé à la caméra. Un adjoint tendit la main pour écarter le micro, et 2 autres adjoints descendirent rapidement les marches du perron de la porte arrière et vinrent très vite barrer le passage aux journalistes, prêts à le retenir s'il le fallait. C'est ainsi que Majestic se retrouva seul sur les marches du perron. Il regarda les adjoints faire monter Renda dans le car, 4 ou 5 adjoints qui maintenant lui tournaient le dos. Il vit le journaliste au micro revenir en arrière et monter les marches. Le journaliste se retourna vers le car et la caméra vira sur lui. Majestic, assez prêt pour entendre, resta là pour écouter le journaliste qui disait « Aujourd'hui, on emmène Frank Renda au chef-lieu de comté pour le faire comparaître devant un jury d'accusation qui décidera probablement de l'inculper de meurtre avec préméditation. Renda, dont le nom est associé au crime organisé, a déjà été arrêté 9 fois sans être inculpé. Il semblerait que la chance l'ait enfin abandonné. Le ministère public est persuadé que Renda comparaîtra en jugement, sera condamné pour meurtre et passera le restant de sa vie en prison. Ici, Ron Malone de TV Action News, qui vous parle en direct d'Edna. Majestic passa devant le journaliste en descendant les marches, arriva derrière les adjoints groupés devant la porte du car et dit « Excusez-moi ». Les 2 adjoints les plus proches se retournèrent avec une expression de surprise éphémère. Puis l'un d'eux le saisit par le bras en lui disant « Allez, montez ». Renda était assis de l'autre côté de l'allée, à un rang devant lui. Les chicanos étaient assis côte à côte, également sur la droite du car, mais 2 rangs devant Renda. Quand la porte se ferma et que le car, précédé par une voiture de patrouille et suivi par une autre, se mit à avancer en effectuant un mouvement tournant pour sortir du parc de stationnement, l'adjoint qui se trouvait près du chauffeur parcourut l'allée pour aller s'asseoir à l'arrière du car. Majestic remarqua que ni l'adjoint ni le chauffeur n'étaient armés. Il se dit « Pour toi, qu'est-ce que ça change ?» Et il s'appuya contre le dossier pour regarder par la vitre le paysage qui lui était familier. Affiches, motels, pompes à essence, le débit de tacos, les boutiques qui vendaient des vêtements usagés. Ropa Usada. Une voie de chemin de fer longeait la route en deçà d'un talus de mauvaises herbes. Ils passèrent devant les entrepôts et les hangars qui bordèrent la voie. De vieux bâtiments avec des plateformes de chargement, qui portaient le nom de cultivateurs ou de sociétés agricoles. Ils passèrent devant le château d'eau argenté qui se dressait contre le ciel, Edna, patrie des broncos, et traversèrent des kilomètres de champs verts et plats et de clôtures, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de canaux d'irrigation et que la terre soumise change de couleur, revienne à son état premier de contrée désertique. En regardant les champs, il se demanda quand il reviendrait, quand et même s'il reviendrait. Il se dit « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Assis,
les menottes aux poignets, dans un quart de prison. Ses champs étaient loin derrière lui. Il allait à nouveau comparaître en justice, la possibilité de retourner en prison. Cela pouvait-il arriver? Non, se dit-il, en refusant d'y croire. Il ne pouvait pas permettre que cela arrive, car il ne pourrait plus supporter d'y penser sans être envahi par un sentiment de panique, sans avoir l'impression de suffoquer, d'être mis en cage, enfermé entre les barreaux de fer et des murs en ciment, incapable d'en sortir. Il se rappela avoir lu l'histoire d'un homme qui avait exploré une grotte, à des centaines de mètres sous terre, et qui avait rampé le long d'une fissure dans la roche et s'était trouvé coincé là, à cause de son matériel, et n'avait pu ni avancer, ni reculer, ni attraper son équipement avec ses mains pour le dégager. Majestic avait cessé de lire et refermé le magazine, car il savait que cet homme était mort dans cette fissure. La prison était pour les hommes comme Frank Renda, lui-même assis de l'autre côté de l'allée avec ses propres pensées, affalé sur son siège, le regard fixé droit devant lui, mais voyant autre chose qui se passait dans sa tête. À quoi pouvait-il bien penser? Qu'est-ce que ça pouvait faire? Majestic oublia Frank Renda et ne le regarda plus pendant près d'une demi-heure. À ce moment-là, le paysage qu'il voyait par la vitre avait à nouveau changé pour se charger d'affiches, de pompes à essence, de motels, et la route déserte était devenue une rue animée, qui leur faisait traverser une zone industrielle délabrée dans les faubourgs de la ville. S'il remarqua Renda, c'est parce que celui-ci s'était redressé, tendait le cou pour voir devant lui, à travers le pare-brise, puis tournait la tête pour regarder par la vitre, tandis que le car avançait dans le flot régulier de la circulation. Un moment plus tôt, il semblait assoupi. Maintenant, il était attentif, et on aurait dit qu'il cherchait un magasin ou un immeuble particulier, comme un homme qui cherche une adresse écrite sur un bout de papier. À moins qu'à une époque, il n'eût vécu par ici et que ce fût comme s'il visitait un ancien quartier et remarquait des changements. C'est l'impression que ressentit Majestic. Renda éveillait à nouveau sa curiosité. Alors il continua de l'observer, et quand il regardait ailleurs, c'était pour suivre son regard. Maintenant, à travers le pare-brise, pour voir le carrefour qu'ils allaient bientôt atteindre, et l'homme debout au milieu de la rue, coincé entre les deux flots de la circulation. Par la suite, il se rappela avoir remarqué les mouvements de cet homme avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Peut-être 10 secondes avant, il avait vu le gars en salopette tenant un sac en papier par le col, un fermier venu en ville pour s'acheter une bouteille de whisky, un cutéreux qui ne savait pas comment traverser une rue animée et qui s'était fait coincer. Il se rappela avoir pensé ça et se rappela, très nettement, l'homme en salopette attendant que la première voiture de patrouille soit passée pour se mettre à traverser la rue, en titubant légèrement et se placer en plein dans le chemin du car. Il y eut un grincement strident quand le chauffeur écrasa la pédale du frein et les pneus agrippèrent la surface chaude de la rue. Majestic fut projeté en avant contre le siège devant lui, mais il se redressa vite pour voir si l'homme avait été renversé. Non, puisque le chauffeur lui hurlait « Espèce d'ivrogne, sors de là !» Il vit alors la tête et les épaules de l'homme en salopette, devant le capot du car, l'homme souriant au chauffeur. « Sors-toi de là, je te dis, bon Dieu !» L'adjoint, qui était allé s'asseoir à l'arrière, remontait l'allée, passant près de Majestic, tandis que le chauffeur se levait et se penchait sur le volant. L'homme en salopette, qui s'appelait Eugène Lundy, souriait encore quand il sortit le Colt Magnum 44 du sac en papier, le tendit au-dessus de l'avant du capot et tira 5 fois, faisant éclore 5 trous sur le pare-brise, alors que le chauffeur basculait sur son siège et tombait, et que l'adjoint, projeté en arrière dans l'allée, s'écroulait non loin de Majestic qui s'était levé. Lundy sortit un automatique 45 de la poche de sa salopette, se tourna et tira 4 fois sur la voiture de patrouille qui s'était arrêtée de l'autre côté du carrefour. Puis, comme les portes de la voiture de police s'ouvraient, il s'élança, passa devant le car et s'engagea dans une rue transversale. Harold Ritchie se heurta la tête et perdit son chapeau en descendant précipitamment de la première voiture de patrouille tout en sortant son Colt spécial. Il le braqua sur Lundy en courant derrière lui et hurlait de s'arrêter, entièrement concentré sur l'action, quand il entendit son collègue crier son nom. « Rich !» Il leva la tête pour voir la fourgonnette arriver à toute allure du mauvais côté de la rue, débouchant de derrière le car pour virer à droite au carrefour.
Richie bondit en arrière pour ne pas se faire accrocher, bien que la fourgonnette eût largement la place de passer. Il vit la portière arrière s'ouvrir et la bouteille, avec un chiffon allumé en guise de mèche, voltiger. Alors il partit en courant vers la droite, fit signe à une voiture qui arrivait de s'arrêter quand la bouteille s'écrasa sur l'arrière de la voiture de patrouille et s'enflamma. 5 secondes après, le réservoir à essence explosait et l'intérieur comme l'extérieur de la voiture de patrouille était en feu. Richie avait déjà traversé la rue, faisant signe et hurlant aux voitures de ne pas avancer. Il ne voyait pas son collègue et ne savait pas où il était. De là où il se tenait, il vit s'ouvrir la portière du conducteur de la seconde voiture de patrouille qui était juste derrière le car. Au même instant, il vit le break arriver très vite par derrière. Il vit des canons de fusil pointés par les vitres latérales et il les entendit et les vit tirer quand le break rasa de près la voiture de patrouille dont il arracha la portière et continua d'avancer, virant à droite et redressant pour doubler le car. Richie leva son gros Colt spécial, le stabilisa en plaçant sa main gauche sous la poignée et tira 4 fois dans le pare-brise du break. 2 fois aurait suffi car le chauffeur, déjà touché au visage et affalé sur le volant, n'avait plus le contrôle du break qui alla s'encastrer dans la voiture de patrouille en flammes. Un des hommes assis à l'arrière du break essaya de sortir du côté gauche, mais avant qu'il en soit entièrement sorti, Richie l'abattit d'un coup de feu. Seulement, Richie fut obligé de recharger et les 2 types qui descendaient de l'autre côté du break eurent le temps d'atteindre une file de voitures garées près du trottoir, avant que Richie puisse braquer son Colt sur eux. Il ne sut où était son collègue que lorsqu'il s'approcha du break, regarda devant et l'aperçut, couché dans la rue. Majestic regardait du côté du car et reconnut Richie, l'adjoint au tatouage, qui avait l'air d'un lanceur de marteau. Il visait et tirait sur les 2 hommes accroupis derrière une voiture garée jusqu'au moment où l'un d'eux se leva, tira un coup de fusil et ils se mirent tous les 2 à courir dans la rue, passant devant une série de vitrines de magasins. Richie s'écarta du break, tira 2 coups qui brisèrent 2 vitrines, puis abaissa son Colt et se mit à courir derrière eux, en agitant à nouveau le bras et en hurlant aux gens sur le trottoir de se plaquer contre les immeubles ou d'y rentrer, et bon sang, de dégager la rue. Maintenant, il n'y avait plus de policiers devant le car. Dès l'instant où Renda bougea, le regard de Majestic se posa sur lui, le suivant dans l'allée où il passa près des 2 chicanos tassés sur leur siège. Il vit Renda, qui ne prit pas la peine de regarder le chauffeur mort étendu par terre, tendre le bras par-dessus le volant et tirer un levier de commande. La porte s'ouvrit. Renda s'en approcha prudemment, jeta un coup d'œil par l'ouverture à la rue transversale, à une centaine de mètres de là où attendaient Eugène Lundy et la fourgonnette. Il sembla sur le point de descendre, puis se détourna de l'ouverture et tomba à 4 pattes au moment où 2 coups de feu brisaient la vitre de la porte. Majestic détourna les yeux et regarda l'adjoint étendu dans l'allée du car. Bien qu'il fût sûr que cet homme était mort, il sortit de son siège et se baissa pour tâter le pouls. Rien. Mon Dieu, non, bien sûr, la balle avait traversé la poitrine. Majestic allait se lever, mais il hésita quand il vit l'anneau de clé passer dans la ceinture de l'adjoint. Il se dit de le faire, tout de suite, et d'y penser plus tard s'il le fallait. Il le fit. Il décrocha l'anneau et glissa les clés dans la poche de son pantalon. En se relevant et en se tournant vers l'arrière du car, il vit le noir, à quelques pas de lui, qui le regardait fixement. Ils ne parlèrent ni l'un ni l'autre. Le noir détourna les yeux et Majestic marcha dans l'allée jusqu'à la vitre arrière. La 2e voiture de patrouille était là, tout près, juste au-dessous de lui. Il voyait l'adjoint assis au volant, le visage ensanglanté, parlant d'un air surexcité dans le micro de la radio. Puis, brusquement, il descendit de voiture, revolver au poing, et la contourna par l'arrière pour s'approcher du trottoir. Majestic le regarda. L'adjoint se précipita entre 2 voitures garées face à la rue, sur l'esplanade d'un marchand de voitures d'occasion, puis courut derrière une rangée de voitures étincelantes dont le prix était peint sur le pare-brise, jusqu'à l'endroit où son collègue, à l'abri de la dernière voiture de la rangée, braquait son revolver sur la porte du car. Majestic, marchant plié en 2 dans l'allée, retourna vers l'avant du car tout en surveillant l'esplanade de voitures d'occasion par les vitres de droite. Il vit les 2 adjoints lever leurs revolvers et tirer.
À l'instant où retentirent les détonations rapprochées, Renda s'écarta de la porte en se jetant à nouveau à terre derrière la première rangée de sièges. Un peu plus loin, dans l'allée, Majestic l'observait. Renda regardait maintenant les deux chicanos qui étaient accroupis dans l'allée, l'un près de l'autre, le dos arrondi. Au bout d'un moment, Renda dit « Allez, on y va. On sort de là. » Quand ils se rendirent compte que c'était à eux qu'il parlait, les deux chicanos terrorisés le regardèrent en ouvrant de grands yeux, et Renda dit encore « Allez-y, bougez !» Un des chicanos protesta. « Nous, on veut aller nulle part. Bon Dieu, vous croyez qu'on va en discuter ? J'ai dit qu'on y allait. » Renda tendit le bras pour les attraper et les mit debout l'un après l'autre, puis les poussa devant lui dans l'allée étroite. L'autre chicano dit « Mec, j'ai conduit quand j'étais saoul. Je vais pas me sauver comme ça. » Le chicano qui avait parlé le premier disait, en se faisant pousser vers la porte, « Non, dites, s'il vous plaît, ils nous voient sortir et ils se mettent à tirer. C'est bien ce qu'on va voir. » Il les bouscula, les coinça dans la porte, puis mit son pied derrière le second chicano qui était en train de dire « S'il vous plaît, non, faites pas ça. Nous, on veut pas y aller. » Renda poussa plus fort, et les deux chicanos précipités hors du car trébuchèrent, se relevèrent et se mirent à courir. Majestic regarda les deux adjoints sur l'esplanade, qui levaient leurs revolvers, et il fut sûr qu'ils allaient tirer. Cependant, les deux chicanos couraient maintenant droit vers eux, en levant les bras et en criant « Tirez pas, s'il vous plaît, tirez pas !» Alors les deux adjoints baissèrent leurs revolvers et leur firent signe de venir sur l'esplanade de voitures d'occasion. Accroupi près de la porte ouverte, Renda regardait dehors quand Majestic parcourut le reste de l'allée et s'arrêta près de lui en disant « Si vous sortez du car, ou bien vous vous rendez, ou bien ils vous abattent. » Renda regarda par-dessus son épaule. Il observa Majestic, qui enjambait le chauffeur mort, se glissait sur le siège, se penchait sur le volant et tendait les deux mains pour mettre le contact. « Qu'est-ce que vous faites ?» Majestic ne lui répondit pas. Il passa la première, fit avancer le car de quelques mètres, puis freina et passa en marche arrière. Les deux adjoints sur l'esplanade virent ce qui se passait. Ils écartèrent les deux chicanos, puis reportèrent leur attention sur le car, à temps pour le voir démarrer brusquement en marche arrière et écraser son arrière élevé dans la calandre de leur voiture de patrouille. Le car avança, bon sang, puis fit marche arrière et à nouveau heurta violemment la voiture, braqua à fond, fit demi-tour et partit, laissant derrière lui le radiateur de la voiture de patrouille vomissant de l'eau et les deux adjoints, le regardant prendre de la vitesse et s'éloigner dans le sens d'où ils étaient venus. Ils voulurent tirer. Ils étaient prêts à le faire, mais finalement ne purent pas à cause des gens dans les voitures et sur le trottoir de l'autre côté de la rue. Puis, les deux voitures de la police municipale, sirènes hurlant, s'approchèrent du carrefour, venant du sud et roulant sur la gauche, et les deux adjoints coururent de l'esplanade au trottoir, en agitant les bras pour les faire arrêter. Majestic entendit les sirènes dont le son faiblissait, quelque part derrière eux. Il se dirigea vers l'ouest en suivant la rue qu'ils avaient prise pour entrer dans la ville, puis il tourna à droite dans une rue transversale et repartit vers l'ouest au bout de quelques centaines de mètres. Enfin, il ralentit et engagea le car dans une ruelle, derrière une rangée de bâtiments industriels aux murs de parpaing qui paraissaient déserts. Il tira sur la commande pour ouvrir la porte, puis regarda le noir. « Voici votre arrêt. »« Mec, » dit le noir, « vous savez où vous allez. S'il vous tire pas dessus... » Renda était dans l'allée et s'approchait du noir. « Allez, Bamboula, magne-toi, et emporte-les avec toi. » Majestic aida le noir à soulever le cadavre du chauffeur et celui de l'adjoint, puis à les faire passer par la droite. Renda leur dit de se grouiller, bon sang, mais Majestic fit comme s'il n'entendait pas. Comme il se remettait au volant, le noir, qui était descendu du car, lui demanda « Hé, mec, qu'est-ce que vous avez fait ?» Majestic le regarda. Pendant un instant, il sembla sur le point de dire quelque chose, puis il ferma la porte au nez du noir et repartit dans la ruelle. Se tirer à toute allure et essayer d'atteindre les hauteurs avant que la police ait installé des barrages et sorti ses hélicoptères. Voilà ce qu'il fallait faire. Rester sur les petites routes, aller vers le nord, s'éloigner autant que possible de la départementale et trouver un endroit pour se mettre à l'abri. C'est ce qu'il fit.
Il trouva un vieux fenil délabré qui s'élevait, solitaire, dans la partie desséchée d'un pâturage. Il y fit entrer le car et descendit pour fermer les doubles portes sur l'obscurité silencieuse qui les environna. Majestic resta près du ray vertical de lumière visible entre les panneaux de la porte, regardant dans la direction dont ils étaient venus et voyant la poussière retomber dans l'éclat aveuglant du soleil. Quelque part derrière lui, dans l'ombre, Renda lui dit « Vous êtes un rapide, vous, hein ? Je vous avais pris pour une espèce de pecno du coin, mais vous êtes un rapide. » Majestic ne dit rien. Ils vous ont coincé pourquoi? Coups et blessures. Avec quoi? Un fusil. Merde, c'est une tentative d'assassinat. Ils allaient vous faire chier autant que moi. Peut-être, dit Majestic. Peut-être. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour en sortir? J'ai une idée qui pourrait marcher. Écoutez, dit Renda. Suffit qu'on arrive à un téléphone et on aura quitté le pays avant demain matin. On roule jusqu'au Mexique, on trouve des passeports et on est tranquille. Tournant toujours le dos à Renda, Majestic sortit les clés de l'adjoint de sa poche. Il les avait presque oubliées tant il était pressé de se sortir de là-bas, peut-être trop pressé pour réfléchir clairement. Il lui faudrait ralentir un peu, ne pas perdre de temps mais s'assurer qu'il ne faisait pas quelque chose d'idiot. Il écouta Renda en se mettant à étudier les clés pour choisir celle qui correspondait à ses menottes. « J'ai des amis, disait Renda, comme vous avez pu le remarquer, hein? Ils ont monté ça à toute allure et ça a foiré. Bon, ben j'appellerai d'autres amis. Ils nous sortent du pays, quelque part où il n'y a pas d'extradition, et on attend et on verra bien. J'ai tout le fric qu'il me faut pour vivre, je veux dire la belle vie, pour le restant de mes jours. Ce sera pas chez moi, non merde, mais ce sera pas non plus une saloperie de tôle. Ça, je pourrais pas le supporter. 2 semaines et j'en serai à me tailler mes putains de poignets. » Il s'interrompit puis demanda « Qu'est-ce que vous faites ?» Comme Majestic ne répondait pas, Renda s'approcha et, quand il vit les clés, son visage s'éclaira. « Bon sang, mais c'est de mieux en mieux. Non seulement vous êtes rapide, mais en plus vous pensez. Donnez-les-moi et levez les mains. » En essayant les clés dans les menottes de Majestic, il dit « Vous avez pensé que si vous tentiez le coup, si vous me sortiez de là, ça vaudrait quelque chose, hein? D'accord, vous faites quelque chose pour moi, et je fais quelque chose pour vous. Je pourrais peut-être m'arranger pour que vous veniez avec moi. » Renda ouvrit les menottes, et comme Majestic les faisait glisser pour s'en débarrasser, il lui tendit les clés, et à son tour, leva les mains pour que Majestic le libère. « Ça vous va? Je crois que vous avez compris à l'envers, dit Majestic, en remettant les clés dans sa poche. Ce n'est pas moi qui vais avec vous, c'est vous qui venez avec moi. » Il trouva une vieille longe en cuir vert qui ferait très bien l'affaire. En la passant autour de la chaîne reliant les bracelets des menottes, il pouvait mener Renda comme un chien au bout de sa laisse, tirer d'un coup sec si Renda résistait et ne voulait pas avancer, auquel cas les menottes s'enfonceraient dans ses poignets. Quand, traîné par la longe, il sortit du fenil et se retrouva en pleine lumière, Renda tenta de résister en hurlant. Qu'est-ce que c'était que ces conneries, et en traitant Majestic de dingue et de fumier. Alors Majestic le frappa, lui colla un direct du droit dans la bouche pour le faire taire et avancer. Mais l'expression qu'il vit dans le regard de ce type ne lui plut pas, non pas du tout. Ce type voulait le tuer, et il essaierait sans doute de le faire. C'est pourquoi il valait mieux que son idée soit bonne et qu'elle réussisse sans accroc. Pendant tout l'après-midi et une partie de la soirée, il conduisit Renda par la longe, l'empêchant de ralentir quand il marchait dans des terrains broussailleux, suivait des cours d'eau à sec dans de petits ravins, puis grimpait peu à peu vers les hauteurs. Avec ses vêtements de travail et ses bottes solides, Majestic n'avait guère de problème. Il semblait en pays familier. Par contre, Renda, avec son costume élégant et ses chaussures à fines semelles, trébuchait et parfois tombait, collant de la terre sur son visage en sueur et sur ses habits. Estimant l'endurance de Renda, Majestic le laissait se reposer quand il sentait qu'il n'en pouvait plus. Puis, il l'obligeait à se relever, et il continuait à avancer dans les broussailles et les fourrés, grimpant des terrains en forte pente ou traversant de vastes prairies. Il fit ainsi avancer Renda, jusqu'à ce qu'ils aient parcouru plus de 15 kilomètres, et au crépuscule, quand ils atteignirent la cabane dans la montagne, une hutte sommaire, composée d'une seule pièce, qui était construite en bois et en briques de boue, il eut l'impression que Renda n'aurait pas pu faire 10 mètres de plus. « On est arrivé, » dit Majestic. Renda regarda la cabane d'une expression morne et sans vie. « Où est-ce qu'on est ?
dans un endroit que j'utilise parfois, surtout pendant la saison de la chasse. À l'intérieur, il trouva, en tâtonnant, une allumette de cuisine sur une étagère, et il alluma la lampe à pétrole accrochée au plafond. On a du café et du lait concentré en boîte. On trouvera probablement de la soupe ou des haricots secs. Je suis pas monté ici depuis le printemps. Renda regardait autour de lui. Les 2 couchettes métalliques avec leurs matelas nus, la table en bois et les 2 chaises, les étagères du buffet sans porte, presque vides, à part quelques toiles d'araignée. Renda s'avança vers la couchette la plus proche et s'assit. Majestic le suivit en sortant les clés de sa poche. « Levez les mains !» Ce type avait vraiment l'air épuisé. Renda leva les mains lentement, comme s'il était trop fatigué pour bouger. Mais dès que Majestic eut libéré une de ses mains, Renda se leva de sa couchette en poussant Majestic en le bourrant de coups de poing. Pris par surprise, le visage ballotté par les poings de Renda, Majestic fut obligé de reculer et de reprendre l'équilibre pour pouvoir riposter par des petits coups et des feintes, puis, d'un violent direct du droit, étourdir l'adversaire et le renvoyer s'affaler sur la couchette. Majestic posa un genou sur lui et avant qu'il puisse se remettre à bouger, l'attacha, par les menottes, au montant métallique de la couchette. Quelque peu sonné, Majestic dut lui-même aller s'asseoir sur l'autre couchette pour se reposer et reprendre son souffle. Le silence dura jusqu'au moment où Renda demanda « Bon, alors, à quoi vous jouez ?» Majestic le regarda. « Vous verrez, demain soir, dit calmement Renda, on pourrait être à Los Angeles. On s'installerait dans un endroit que je connais, on ferait venir des nanas, de l'alcool, tout ce que vous voulez boire ou manger, des vêtements neufs. 2 jours plus tard, on est au Mexique. On a un bateau, d'autres nanas. C'est la belle vie, comme vous n'aviez même pas imaginé. Des croisières, tout, ce que vous voulez, aux frais de la princesse. Vous avez déjà eu ça, tout, ce que vous vouliez ? Je suis allé à Los Angeles, répondit Majestic. Je suis allé au Mexique et je me suis farci des nanas. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez ? Je veux faire ma récolte de melons, répondit Majestic. Voilà ce que je veux faire. Comme Renda le regardait d'un air déconcerté, il ajouta « Je cultive des melons. Embaucher des gens pour faire le boulot. J'espère bien le faire. Mais il faut que je sois là. Je vais vous dire quelque chose, fit Renda tranquillement. J'ai tué 7 hommes avec un revolver, un avec une barre de fer et un autre en le jetant d'un toit. 5 étages. Il y en a que j'ai pas tué, mais je l'ai fait faire. Comme je peux le faire faire pour vous, même s'il me fiche en tôle et vous relâche. Quoi qu'il arrive, vous êtes mort, à moins qu'on sorte d'ici ensemble, ou qu'on fasse un marché. Quel genre de marché ? Fixez votre prix. Vous m'enlevez les menottes, je m'en vais. Combien ça coûte ? Randa l'observait attentivement. Si vous pensez que là-bas, il va faire trop chaud, eh bien d'accord, vous aurez votre fric et vous irez où vous voudrez. Il réfléchit un instant. Ou bien, si vous voulez courir le risque, vous vous rendez à la police. Vous pouvez leur dire que je vous ai échappé. Vous restez un certain temps en cabane, vous sortez, le fric vous attend. Combien ? Il réfléchit à nouveau. Vous ne savez pas demander assez. Bon, ben je vais vous dire combien. 25. 25 quoi ? 25 000 $. Ce fut au tour de Majestic de réfléchir. Comment on ferait pour arranger ça, pour que je touche cet argent ? Vous appelez un numéro à Phoenix, dit Renda. Vous dites où vous voulez qu'on vous porte l'argent et où on peut venir me chercher. C'est tout ce que vous avez à faire. Majestic sembla y réfléchir, puis il dit « 25 000, hein ?»« Net d'impôts, » répondit Renda. « Vous pourriez aller un peu plus haut ?» Renda sourit. « Alors on devient gourmand. Pourquoi pas 5 ou 10 de plus ? Je me demandais juste comme ça. 25, dit Renda. C'est ce que je vous donne. Un beau chiffre rond. De quoi vous acheter un tracteur, une salopette neuve. Et vous mettez le reste de côté, pour la retraite. » Il attendit un moment. « Alors qu'est-ce que vous en dites ? Vous avez dit d'appeler quelqu'un qui s'appelle Wiley, dit Majestic. C'est quel numéro ?